De quoi avez-vous le plus peur? Bonjour, je suis Didier Chambaretto. Je prépare et j'accompagne des intervenants dans leur prise de parole lors des moments décisifs. Eh bien, d'après un certain nombre de sondages réguliers qui sont publiés aux États-Unis, je vous en montre un ici qui est un peu ancien mais qui est révélateur, un certain nombre ont été faits également en France. Eh bien, ce qui nous ferait le plus peur, ce n'est ni le virus, ni le terrorisme, ni la bombe atomique, ni quoi que ce soit d'autre que, figurez-vous, la peur de parler en public. Et oui, alors je suis d'accord avec vous, il peut y avoir quelques réserves sur la manière dont a été fait le sondage, mais le fait est que ce que nous appelons la glossophobie, et je suis très souvent avec mes intervenants confrontés à la chose, est quelque chose d'intéressant et qui nous fournit peut-être une piste. Alors peut-être que vous allez vous poser la question, mais pourquoi veut-il nous parler de quelque chose d'apparemment aussi mineur à un moment de l'actualité où nous sommes confrontés à une urgence aussi majeure? Eh bien, vous allez voir, il y a un lien. En réalité, si je crois avoir appris quelques petites choses sur la négociation complexe, la tenue de réunions difficiles, de même que la prise de parole, par exemple, dans un contexte TEDx, eh bien, c'est que la gestion des émotions, précisément, est quelque chose d'essentiel. Essentiel pour appuyer sur les points importants, choisir les priorités qui correspondent réellement à la situation, et non pas à la nature de ses peurs. Or, si nous écoutons avec attention la communication des officiels, mais aussi de la presse, autour de la pandémie, ce que nous entendons, ce sont, dans un premier temps, les incertitudes. Et puis, dans un deuxième temps, la peur. Les officiels communiquent sur leur peur. Et à mon sens, ils font une erreur pour plusieurs raisons. D'abord, toutes sortes de peurs sont amalgamées. Ensuite, on nous parle essentiellement de la peur de ceux qui doivent communiquer, et non pas de celle du public. Sait-on de quoi le public a peur? Et enfin, lorsqu'ils communiquent, ils le font en utilisant des métaphores qui ne sont que des résurgences, au mieux inappropriées, et certainement contre-productives. Comment voudriez-vous, dans ces conditions, qu'un peuple tout entier, une nation sans distinction, se range derrière leur leader et adhère au discours? Ce n'est pas ce qui se passe. Et ce n'est pas étonnant, et ce n'est pas uniquement à mettre sur le compte de l'indiscipline des Français. Voici pourquoi. De quoi avons-nous peur, nous, publics, en dehors de la glossophobie? Eh bien, nous avons peur de mourir. Moins que de la glossophobie, c'est vrai, mais nous avons une peur atavique de mourir. Bon. Sauf qu'en général, nous n'y pensons pas. Ce n'est que la proximité qui nous y fait penser. Or, nous avons vu, dans les vidéos précédentes, que en mettant les choses au pire, en confinant un maximum de gens à risque sur un même bateau, ce virus ne fait finalement que 0,25 ou 26% de victimes sur la totalité de la population. C'est-à-dire qu'en fait, il est assez peu virulent. Alors ça veut dire tout simplement que le virus, au pire, va épargner 99,75% de la population. C'est dire qu'en réalité, le risque n'est pas très visible, et statistiquement, il est assez faible. Et je crois que intuitivement, la population a à peu près saisi cela. Il me semble que certaines des peurs que réveille cette épidémie sont liées à notre histoire. Alors on n'était pas là, mais au XIVe siècle, nous avons eu la grande peur de la peste noire. Évidemment, elle a laissé environ 50 à 70% de la population européenne sur le carreau. Donc vous voyez que cette épidémie-là a été extrêmement virulente. En 1832, ça c'est l'affiche d'un film qui rappelle une œuvre de Jean Giono qui en parle et qui s'appelait Le Hussard sur le toit. Il y avait à l'époque, en Europe, particulièrement en France, une épidémie de choléra qui fut également extrêmement virulente.
Ça a laissé des traces dans notre histoire, dans notre inconscient collectif. Le problème, c'est que ça tombe assez mal parce qu'il s'agissait d'épidémies bactériennes et non pas virales, et le contexte sanitaire et industriel n'avait rien à voir. Seulement, cette résurgence nous renverrait finalement aux solutions du passé, le confinement massif. Alors que peut-être, on entend ici et là des voix s'élever pour le rappeler, il y aurait d'autres possibilités d'action, peut-être plus efficaces. Le dépistage plus systématique, l'isolement des malades qui seraient traités spécifiquement. Attention à ne pas être emporté par la puissance du verbe vers des fausses pistes. Alors de quoi d'autre avons-nous peur? Bien, nous avons eu au passage peur de manquer de pâtes alimentaires ou de papier toilette. Résurgence peut-être du souvenir lointain maintenant de l'occupation. Je pense que cette peur-là est passée, mais elle a été présente un moment. Et puis je pense à quelqu'un qui vit seul, à l'habitude, et qui là se retrouve dans un véritable isolement. La sortie quotidienne est quasiment sa seule façon de rompre sa solitude habituelle. Là, ça devient plus difficile. Elle me disait d'ailleurs au passage, l'autre jour, « Oh, tu sais, on a eu les premiers morts à l'hôpital, là, et de toute façon, il ne faudra pas m'envoyer à l'hôpital, hein, si ça arrive. Parce que l'hôpital ne me soignera pas, moi. Je suis trop vieille. Hein. » Donc, ni véritable résignation, ni peur de la mort. Tristesse, certainement. Solitude. Et la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, est sans doute quelque chose auquel on n'a pas suffisamment prêté attention. Alors, en tant que public, nous sommes également des acteurs économiques. Et de quoi avons-nous peur? Là, je crois que c'est clair. Tous les acteurs économiques que nous sommes, en tant que consommateurs, en tant qu'indépendants, en tant qu'entreprise ou entrepreneurs, nous avons tout simplement peur d'une crise économique qui s'annonce très forte. Certains experts parlent de recul du PIB de 6 à 10%. Donc je ne sais pas pour la crise sanitaire, mais ce qui est certain, c'est que la crise économique, elle, risque d'être très forte et peut-être la plus importante depuis celle de 1929. Ça, c'est pas rassurant, et ça, c'est une peur qui est réellement présente. Finalement, la peur des gouvernants serait sans doute justifiée autour de cette crise-là et des crises sociales et politiques qui pourraient en découler. Et les autorités médicales, de quoi ont-elles peur? Mais écoutez, j'ai l'impression que ça nous a été dit et redit moult fois, les hôpitaux n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a tout simplement pas assez de lits de réanimation, pour les affections respiratoires notamment, bon. Et c'est vrai qu'à certains endroits, apparemment, nous sommes arrivés à saturation. Puis deuxième chose, la réalité, c'est qu'à part les initiatives que j'ai mentionnées la dernière fois, notamment les recommandations du professeur Raoult, qui d'ailleurs ne visent pas à guérir définitivement et totalement la maladie, mais à la rendre moins virulente en début de cycle, eh bien tout simplement, il n'y a pas de traitement. Donc si j'additionne les deux situations, pas possibilité d'accueillir tout le monde, et possibilité de traiter vraiment personne, ça veut dire que les autorités médicales ont un problème existentiel. À quoi sert le système de santé, réputé le meilleur du monde en plus? Là, il y a une peur fondamentale. Alors je me demande si c'est pas par hasard cette peur-là qui ferait que dans la foulée, les autorités médicales semblent timorées à essayer des voies alternatives. Bon, j'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos, et puis c'est partout maintenant dans la presse, les traitements à base d'hydroxychloroquine et puis d'azithromycine que pratique le professeur Raoult, et surtout le dépistage très tôt, alors que le confinement, qui est la seule mesure qui prévaut aujourd'hui, ne fait que retarder un peu les échéances. Alors on nous a parlé du fait que ces traitements alternatifs ne sont pas tout à fait validés.
Moi je me dis que des cobayes volontaires, malheureusement, il s'en trouvera beaucoup. Et les autorités politiques, de quoi ont-elles peur ? Eh bien, je crois que comme les autorités médicales, elles ont peur de n'être pas à la hauteur. Elles n'ont pas eu peur d'être assez incohérentes. J'ai en souvenir le 11 mars. C'était la qualification du PSG face à Dortmund à Paris. On avait, par précaution, fermé le Parc des Princes. Mais on a laissé les supporters du PSG s'attrouper tout autour du parc. Quelle était la cohérence ? Un certain nombre de personnes ont attiré l'attention sur le manque de cohérence d'un certain nombre de mesures un peu partout. On tolère des choses, on en interdit d'autres. On a changé plusieurs fois de posture. Mais à mon sens, il y a plus grave, et je pense qu'à bon droit, les gouvernants pourraient avoir peur d'avoir fait le choix de la ligne Maginot pour arrêter un virus qui, lui, n'a pas peur de faire le tour, autrement dit, d'avoir choisi le tout confinement quand il serait possible de faire autrement. Et surtout, l'information va si vite aujourd'hui que, si je le sais, vous le savez sans doute aussi, d'autres pays ont mis en place d'autres solutions qui semblent avoir marché beaucoup mieux. Ce fut le cas de la Corée du Sud, c'est le cas aujourd'hui de l'Allemagne, qui n'est pas si éloignée de nous, modulo les réserves que l'on doit avoir sur les biais statistiques qui sont toujours possibles. Enfin, il y a là un vrai motif de peur de ne pas être à la hauteur de nos gouvernants. Toutes ces peurs ont en fait, qu'il s'agisse des autorités ou qu'il s'agisse du public, un commun dénominateur, et c'est la peur de l'inconnu. C'est aussi la peur d'être ridicule. Et c'est là que je retrouve ma glossophobie. Parce que toutes ces peurs-là, y compris la peur de parler devant un public, c'est celle d'être ridicule et d'être rejeté, d'être abandonné. Tiens, tout à l'heure, je citais un cas d'abandon ou de sentiment d'isolement. Finalement, ça nous habite tous, peu ou prou. Certains chercheurs en sciences sociales ont avancé par exemple effectivement que loin d'être quelque chose de secondaire, la peur d'être ridicule et surtout d'être rejeté par le groupe est une peur fondamentale pour l'être humain archaïque et donc pour nous qui sommes ses héritiers, parce que dans la nature et dans le groupe d'origine, je parle toujours de ce petit chasseur-cueilleur quelque part en Afrique ou ailleurs, le fait d'être rejeté, c'est le fait de prendre le risque de mourir de faim ou de mourir sous la dent du prédateur. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de mineur, et là, finalement, je retrouve ce parallèle entre quelque chose qui peut paraître badin, avoir peur d'un public, et quelque chose qui l'est moins, les peurs qui nous bloquent dans les prises de parole autour de cette épidémie. Je vous ai dit l'autre fois que la communication était loin d'être un élément secondaire dans la gestion de la crise. Est-ce que ce ne serait pas de la crainte elle-même que nous devrions avoir le plus peur, pour paraphraser Franklin Roosevelt lorsqu'il faisait son discours après Pearl Harbor? À mon avis, c'est quelque chose d'important à prendre en compte pour améliorer la gestion des émotions. Et puisque notre président est tellement fan du vocabulaire guerrier, ne déclarerait-il pas la guerre à la peur, en commençant par la sienne propre? Ça lui permettrait peut-être aussi de prendre en compte les peurs véritables que j'ai rapidement balayées tout à l'heure du public, de la population dont il a la charge, et enfin d'arriver peut-être à quelque chose de plus pragmatique. J'aurais envie de donner un conseil à tout orateur finalement, lorsque vous serez sorti par exemple de votre confinement et que vous aurez à préparer un discours ou une intervention, une réunion essentielle, identifiez et assumez vos peurs. Identifiez aussi celles de votre auditoire, de vos interlocuteurs, et prenez-les en compte. Ne sous-estimez pas et ne surestimez pas non plus la situation. Parlez cash. Partagez vos informations. Choisissez des images parlantes. J'ai déjà évoqué la notion d'affordance, je ne l'ai pas encore définie, mais ça viendra. De façon à ce que l'on se représente la situation.
Oui, et éviter les résurgences, les images de guerre ou des épidémies passées qui n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et puis si jamais vous vous plantez, reconnaissez-le. Certes, vous prenez le risque d'être rejeté, mais pas forcément. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce là en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, revenez, commentez. Car figurez-vous que pour essayer d'aider aux prises de parole décisives, aux réunions complexes, aux négociations difficiles, j'ai l'intention de revenir et d'en faire d'autres. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je vous parlerai d'une peur spécifique, particulière, qui s'applique justement dans le contexte de la pandémie actuelle. À bientôt.